Je ne sais pas si on m'entend. Oui, on m'entend. Merci à vous d'être avec nous dans ce salon infini. Merci à vous de nous suivre depuis les réseaux sociaux pour cette première table ronde. On va parler cybersécurité. Depuis une quinzaine d'années, les cyberattaques s'intensifient et se diversifient. Leurs premières victimes sont les TPE, les PME, les ETI et les collectivités locales, bien sûr. Selon le rapport de l'Institut Montaigne que nous allons analyser avec nos deux invités, cybersécurité, passons à l'échelle. La prise de conscience a lieu, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et pour comprendre les enjeux de la cyber, il y a un prérequis indispensable pour passer à l'action. Mais comment agir? Comment réagir? On va faire un petit tour d'horizon avec DocaPost et sa directrice de l'offre cyber, Gwenaëlle Martinet, que vous pouvez applaudir, s'il vous plaît. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour, merci. Et Stéphanie Ledoux, CEO, alors ça c'est nos acronymes, fondatrice de la société Alcyconie, une société qui est bretonne. Je prononce bien Alcyconie? Tout à fait. Fondée en 2018, Alcyconie accompagne, prépare et conseille les organisations stratégiques, groupes industriels, institutions financières, enfin tout le monde, avec une approche assez novatrice, me semble-t-il, puisque vous les accompagnez sur l'ensemble des étapes de la gestion de crise, mais aussi la préparation aux crises, la simulation avec un outil qu'on va aborder dans quelques instants. Première question, un état des lieux. Les 15 dernières années ont été marquées par une intensification des cyberattaques, avec une intensification aussi de l'utilisation d'Internet avec la crise Covid. Est-ce que vous pourriez nous faire un rapide état des lieux? Je vais vous poser la question à vous, Stéphanie Ledoux. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, effectivement, ce qu'on voit depuis quelques années, c'est une intensification de la menace, une intensification des attaques. On avait encore il y a quelques années, on entendait encore beaucoup le fait que ça ne touchait que de grosses organisations stratégiques, etc. Et pas du tout. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, cette menace cyber, elle concerne tout le monde, de l'indépendant, que ce soit des indépendants, des personnes physiques, des grosses entreprises, etc. Donc tout le monde est touché, mais plutôt avec des attaques différentes, avec des motivations différentes derrière. Je pense que c'est ça qui est vraiment important dans cette prise de conscience aussi, c'est de bien réaliser que cette menace, elle est très diffuse, elle touche tout le monde, mais qu'évidemment, on la voit arriver aussi. Et donc l'idée, c'est de mieux la connaître, de mieux la comprendre et de pouvoir s'y préparer. Alors, la transformation numérique a accru l'exposition de l'économie et de la société à des menaces cyber. Il y a une multiplication du nombre d'attaques. Et puis, il y a aussi maintenant ce fait qu'on peut être attaqué de façon indiscriminée. Est-ce que vous rencontrez cette situation? Est-ce que vous analysez aussi, vous avez le même constat chez DocaPost? Oui, tout à fait. Donc, les attaques, elles touchent indistinctement les collectivités territoriales, les établissements de santé, les PME, les ETI, les toutes petites structures, quelles qu'elles soient, vous l'avez bien dit. Et ce sont des attaques qui se sont professionnalisées, c'est-à-dire qu'il y a encore une vingtaine d'années, une cyberattaque, c'était simplement une attaque étatique, c'était de l'espionnage, c'était réservé aux grands États contre des actifs stratégiques pour de l'espionnage économique, industriel, de défense, etc. Et puis ces attaques ont évolué vers de l'activisme, donc rendre indisponible un site ou quelque chose pour revendiquer quelque chose. Donc on l'a vu notamment au travers du terrorisme, avec du DDoS pour aller prêcher pour quelque chose. Donc on l'a vu notamment au moment des attentats en 2015 avec l'attaque sur France TV ou sur France 5 pardon, où là France Média Monde également. Voilà, exactement. Et donc il fallait revendiquer, les attaquants revendiquaient de faire tomber un média, et donc c'était de l'activisme. Aujourd'hui et depuis quelques années, on voit une explosion de la cybercriminalité. Et c'est ça le danger aujourd'hui, parce que cette cybercriminalité, elle attaque absolument tout le monde. Parce que c'est de la pêche au chalut. Aujourd'hui, ça s'est professionnalisé. Donc, on a des cyberattaquants qui sont spécialistes de l'intrusion, d'autres qui sont spécialistes dans l'envoi de mails de phishing, d'autres qui sont spécialistes dans récupérer des rançons, dans le blanchiment d'argent. Donc, c'est une industrie absolument dantesque, c'est monstrueux. Et cette industrie-là, elle pêche au chalut, elle rentre partout où elle peut rentrer. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les très grosses structures, les très grands groupes sont de plus en plus sécurisés.
Donc, ça devient plus difficile de rentrer dans ces grands groupes. Donc, en fait, ils rentrent là où ils peuvent rentrer. Et donc, aujourd'hui, ils attaquent des établissements de santé qui sont moins sécurisés ou des PME qui sont moins sécurisés. Alors, en préparant cette table ronde, Gwenaëlle, Martine, on a dit on ne va pas effrayer tout le monde, on va rester positif. Il y a des solutions. On peut tous agir. Ce sont des comportements à adopter, de bonnes pratiques aussi à suivre. DocaPost accompagne toutes les entreprises, les institutions publiques dans leur transformation et leur permet d'accélérer la confiance. Mais DocaPost, c'est aussi 40 000 entreprises clientes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce panel de parce que, excusez-moi, mais tout le monde ne sait pas que la Poste a une filiale DocaPost en l'occurrence, et je crois que vous êtes aussi agrandi. Vous allez peut-être nous parler de cette acquisition que vous avez menée. Voilà, DocaPost est vraiment un véritable acteur dans ce domaine, dans cet univers de la cybersécurité. Oui, tout à fait. Donc DocaPost, c'est une filiale à 100% du groupe La Poste. Donc le groupe La Poste, c'est 250 000 personnes. DocaPost, c'est 7 500 personnes. Et notre valeur, c'est la confiance numérique. Donc on accompagne la transformation numérique des entreprises et puis cette transformation s'accompagne évidemment de sécurité. Donc on est un acteur de confiance pour cette transformation numérique. Et donc on est sur plein de sujets de la sécurité numérique, l'identité numérique, la facturation électronique, les recommandés, l'archivage. Voilà, on a un très très grand nombre d'assets, notamment la signature électronique. Donc on est capable d'accompagner nos clients sur toute cette transformation numérique et d'apporter de la sécurité numérique par là-dessus. Et donc on a aujourd'hui en cybersécurité une offre qui va arriver pour continuer d'accompagner nos clients sur la sécurité numérique avec une offre cyber qui va s'étoffer. Et vous êtes labellisé, et là aussi c'est excessivement important. Peu d'acteurs dans cet univers sont labellisés. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce label et de son importance ? Le label eIDAS. Alors ça, c'est un label européen sur l'identité numérique qui permet effectivement de garantir que les solutions que l'on vous offre sont au bon niveau de sécurité pour garantir l'identité sur Internet. Sont actualisés et sont vraiment au top, je dirais. On va revenir avec vous, Elsie Coni, sur là aussi, sur cet aspect de prévention. Puisque là aussi, c'est un outil... moi, je ne savais pas qu'on pouvait préparer les entreprises. On va parler ensuite sur l'aspect... Donc là, on est en amont, et ensuite, on va parler de l'aval avec les assurances, qui me semble être un problème aussi prégnant aujourd'hui. Mais parlez-nous un peu de cette action que vous menez chez Elsie Coni. Présentez-nous peut-être votre entreprise, bretonne, je le crois, soutenue. Vous avez aussi levé... Enfin, vous êtes... Parlez-nous de vous. D'Elsie Coni. De vous aussi, puisque vous êtes la fondatrice de cette magnifique structure. Donc nous, chez Elsie Coni, effectivement, notre métier, c'est de préparer les organisations à faire face à des cyberattaques. Et puis, c'est aussi d'être à leur côté quand elles en rencontrent. Parce que c'est bien d'être là avant, mais c'est aussi bien d'être là pendant, quand la difficulté est là. Ce qu'on a coutume de dire souvent, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le marché qui sont là pour faire en sorte que le risque qu'une attaque survienne soit le plus proche possible de zéro. Nous, on intervient sur le petit risque résiduel, cette petite frange là qu'on n'a pas pu ramener à zéro, et quand ce risque là se produit, il faut bien être accompagné. Donc effectivement, l'entreprise a 5 ans, on a fêté nos 5 ans la semaine dernière. On est aujourd'hui bon anniversaire. Merci. On est aujourd'hui une équipe de 22 personnes intégralement tournée vers ce sujet des crises cyber, et donc on intervient sur la préparation, comme vous l'évoquiez, avec des experts en géopolitique, en communication de crise, en droit du numérique, parce que c'est aussi ça, une crise cyber, c'est pas que de la technique, c'est tous les autres sujets. C'est de l'humain, c'est de la psychologie. Vous allez me parler aussi de ce que ça entraîne, même si on reste positif, entendons-nous bien. Mais puisque vous travaillez sur un modèle de prévention, parlez-nous de ce modèle. C'est PIA, c'est bien ça ? Oui, alors PIA, c'est notre plateforme d'entraînement. On faisait des exercices de crise. Donc l'exercice de crise, c'est se retrouver plongé dans une situation de crise et apprendre à y faire face. Parfois, dans les organisations, c'est ce qu'on fait avec un exercice incendie. Là, on fait pareil d'une certaine manière au niveau cyber. Et puis ces exercices, ils se faisaient de manière un peu bricolée, je vais dire, un peu manuelle. Oh tiens, regardez, vous avez reçu un tweet, et on apportait un tweet papier. C'est encore beaucoup comme ça, les exercices de crise. Et donc on a fait le choix de créer, de développer un environnement complètement sécurisé pour pouvoir s'entraîner de manière extrêmement réaliste, en imaginant que tout son SI est paralysé et compromis, qu'on se retrouve projeté dans un autre environnement, et donc dans lequel on retrouve aussi ce qui fait la réalité d'une crise, l'intensité des médias, l'intensité
l'intensité des réseaux sociaux, l'intensité de l'interne. Et donc pour ce simulateur PIA, on a eu le soutien de la région Bretagne et de la French Tech. Et aujourd'hui, ça nous permet d'entraîner des acteurs de très gros acteurs, très sensibles, des PME, des ETI. Ça s'adapte en fait à tout type d'organisation. Et DocaPost, vous travaillez, je crois, main dans la main, enfin vous êtes dans la même direction en tous les cas pour affronter les crises. Et on va parler des secteurs aggravants, en tous les cas peut-être que votre analyse va être importante, Gwenaëlle, sur ces secteurs, cet impact pas uniquement économique, mais également psychologique. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels sont ces facteurs aggravants qu'on retrouve sur cet excellent rapport de l'Institut Montaigne que vous avez copiloté, me semble-t-il? Oui, c'est ça. Donc DocaPost était partenaire, la Poste était partenaire de ce rapport de l'Institut Montaigne qui est sorti en juin sur la cybersécurité, les impacts et des recommandations pour y faire face. Et donc effectivement, on se rend compte que les impacts, ils sont multiples. Alors on pense tout de suite à un impact financier, évidemment, parce que souvent, il peut y avoir une demande de rançon. Alors déjà, le premier élément là, c'est on ne paye pas les rançons. C'est très compliqué de ne pas payer la rançon. C'est très compliqué parce que quand l'attaque arrive, on a l'impression qu'en payant la rançon, tout ira mieux après. Donc c'est complètement faux. Tout n'ira pas mieux en payant la rançon. On n'est pas garanti de retrouver ses données. Et puis on devient un bon payeur, donc on se garantit presque d'être réattaqué après. Donc il y a ce premier volet qui est le volet financier, qui est extrêmement important. Et même si on ne paye pas la rançon, on a perdu ses données, on a perdu ses bases clients, on a perdu beaucoup de choses qui font que la santé financière de l'entreprise peut prendre un très gros coup. Et sa réputation. Et sa réputation, voilà. Donc ça, c'est un autre impact. C'est-à-dire que vous allez avoir un site indisponible pendant longtemps, vous allez avoir des clients pas contents parce que vous ne pouvez pas lui assurer les prestations qu'il a commandées, vous allez avoir des fournisseurs pas contents parce que vous n'allez pas payer les factures, vous allez avoir des employés pas contents parce que vous ne pouvez pas les payer à la fin du mois. Et donc finalement, en image, en réputationnel, c'est absolument désastreux. Donc il est très important d'anticiper ces attaques pour anticiper ces impacts et être capable de les limiter au maximum. On peut aussi parler, par exemple pour un hôpital, c'est la continuité des soins, c'est la sécurité des patients qui peut être en jeu. Pour une collectivité territoriale, c'est les services aux administrés. Donc, une collectivité territoriale se retrouve dans l'impossibilité de payer des prestations sociales, de commander ce qu'il faut pour les cantines municipales, de gérer l'EHPAD municipal, d'enterrer les gens, par exemple, simplement parce que le cimetière est géré de manière numérique et on ne sait plus où il y a de la place. Donc, ça a des impacts extrêmement lourds sur plein d'aspects et aussi des impacts juridiques parce que un dirigeant d'entreprise, comme un responsable, comme un élu de collectivité ou un directeur d'hôpital, a des responsabilités juridiques par rapport aux données personnelles et aux données bancaires qui sont manipulées par ces systèmes d'information. Et une responsabilité également avec l'ensemble de la chaîne, ses sous-traitants, ses clients. On va revenir sur ce manque de maturité du marché. On va parler de l'assurance et on va parler également, et ça je vais vous poser la question parce que Alciconi, vous êtes, me semble-t-il, il n'y a pas que ça, vous êtes, me semble-t-il, aussi réserviste, vous avez un penchant pour les questions de sécurité nationale. On peut dire que les acteurs publics qui ont une compétence pour intervenir sur une partie du spectre ne sont pas tellement coordonnés. Est-ce qu'on peut dire ça? Une litote, je dirais. Alors, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a un manque de coordination, etc. Aujourd'hui, c'est aussi que la sécurité, elle est souvent vue comme un frein, comme quelque chose qui va entraver la manière dont on travaille au quotidien, dont on rend le service public, tu parlais de soins, etc. Et le problème, peut-être, c'est que parfois, on a mis la barre très haute en termes de sécurité. Et le problème, c'est quand on met la barre trop haute, qu'est-ce que font les utilisateurs? Qu'est-ce que font les gens? Ils passent en dessous, ils passent à côté. Et donc, l'idée, c'est aussi de trouver le bon curseur. Et je pense que c'est vraiment ça qui est en train de s'opérer. Là, on le voit, il y a un vrai changement, en fait, dans les organisations, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur, de se dire, en fait, effectivement, on est peut-être parti un peu trop là. Et il faut juste adapter les choses à la menace. Toutes les organisations ne sont pas confrontées aux mêmes menaces. Toutes les mêmes organisations n'ont pas le même besoin de sécurité. Et donc voilà, maintenant, il faut un peu personnaliser, ajuster et pas forcément appliquer le principe de précaution qui est je verrouille tout et puis on verra. Parce que c'est là, en fait, du coup, qu'on a des failles, finalement, qui arrivent et des failles humaines. Hein. On parlait... c'est vrai qu'on parle beaucoup d'humains, mais parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup d'humains. Et donc, on a d'un sens à parler de failles humaines, ce qui est quand même dommage. C'est parfois aussi que le niveau de sécurité n'est pas adapté. L'humain.
Bon, nous sommes sur la cybersécurité et revenons sur cette question également qui me semble essentielle, sur l'assurance qui aujourd'hui est défaillante, je dirais. Il est très difficile parce qu'on va revenir sur le coût parce que ça a un coût, la sécurité, et Docapos propose, je crois, un service tout à fait ajusté, que ce soit pour les TPE. Je pense à Marin qui réalise cet événement aujourd'hui. Il a son entreprise, il a besoin d'une sécurité parce que lui aussi, il peut être victime, tout le monde, comme on le disait il y a quelques instants. Mais revenons sur cette question d'assurance. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un effort à faire ? Je laisse la parole peut-être. Allez-y, Gwenaëlle. Sur l'assurance, aujourd'hui, on est à une étape, je vais faire un parallèle avec la protection incendie. Vous avez une maison avec des murs en paille, un toit en chaume et une cheminée au milieu, et vous allez voir un assureur et vous lui demandez de vous assurer contre l'incendie. Il y a de très grandes chances qu'ils vous disent non, parce que le risque, il est trop grand. Et un assureur, il est là aussi pour gérer ses risques, donc quand le risque est trop grand, il vous dit non. Donc aujourd'hui, on est à une étape où, pour pouvoir faire de l'assurance cyber, il faut se sécuriser un minimum, sinon l'assurance n'est pas possible. Donc il y a beaucoup d'assureurs cyber aujourd'hui qui disent que les PME, les TPE ne sont pas éligibles parce qu'elles n'ont pas fait les actions minimales nécessaires pour devenir éligibles. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est d'apporter aux PME, aux TPE, aux collectivités territoriales, aux établissements de santé, les solutions simples, pragmatiques, à leur niveau, comme tu disais Stéphanie tout à l'heure, pour pouvoir se sécuriser, limiter leurs risques et devenir éligibles à l'assurance cyber. Et en cela, il faut donc avoir un accompagnement avec une entreprise labellisée au niveau européen qui a une solution, je dirais, actuelle et efficace. Pourquoi pas Docapos ? Eh bien, pourquoi pas ? Il n'y a pas de communication du tout là-dedans. Bon, passons. Alcy Conny, vous avez également, et on va revenir au cas pratique, cet aspect de prévention. Comment est-ce que je dois réagir ? Voilà. Vous entraînez des équipes, vous faites un certain nombre de simulations tout au long de l'année, en plusieurs milliers, j'ai plus le chiffre, 20 000, je crois. Non, on entraîne plutôt 20 000 personnes. Ouais. On ne fait pas 20 000 simulations, pas encore, j'espère. Non, on fait plusieurs centaines d'entraînements par an, par contre. Revenons sur ce cas précis. Marin donc a ouvert son ordinateur le lundi matin et rien du tout. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Quelle est son action ? Est-ce que vous pouvez nous donner des pistes de bonnes pratiques à suivre ? Alors Marin ou d'autres acteurs, c'est vrai qu'on a toujours cette image aussi de la cyberattaque un lundi matin avec une tête de mort sur l'écran. Alors ça peut être ça, mais parfois c'est pas aussi visible que ça. Et c'est aussi là parfois que le bas blesse, dans cette détection de l'attaque. Dans le cas que vous évoquez là, Martin, effectivement, la détection, elle est évidente, plus rien ne fonctionne. Donc la première chose, je dirais, et Gwenaëlle, n'hésite pas à compléter, mais c'est que l'urgence, c'est de prendre quelques minutes pour poser la situation et faire en sorte de comprendre un minimum ce qui se passe. Et on a un peu cette tendance action-réaction. Il y a un problème, je débranche tout, je fais contrôle-alt-sup, tout ce qu'on peut imaginer. Il faut juste parfois prendre quelques minutes, faire en sorte de qualifier la situation. Parce que tant qu'on n'a pas qualifié et qu'on ne sait pas un tant soit peu à quoi on fait face, c'est difficile de définir des actions et d'engager un plan d'action. C'est effectivement, tu faisais le parallèle avec l'incendie, on ne va pas forcément arriver dans un bâtiment dans lequel il y a le feu en arrosant tout, on va faire en sorte de cibler l'action. Donc c'est un peu pareil. Face à une cyberattaque, on ne va pas pouvoir tout gérer en même temps. Donc il faut bien qualifier, comprendre où est l'urgence. Et puis une fois qu'on a qualifié cette situation, alors attention, il ne faut pas y passer des heures, mais parfois juste 10, 15, 20 minutes, ça permet d'éviter un gros problème. Et nous, bien souvent, on a des acteurs qui viennent nous voir au bout de plusieurs heures de crise en disant en fait, on a empiré la situation tout seul en prenant de mauvaises actions, en n'ayant pas une communication adaptée. Donc première chose, qualifier. Deuxième chose, traiter, gérer l'urgence. Effectivement, alors on ne sait pas forcément, et c'est ça qui est très dur sur ces crises cyber, pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, on ne va pas vraiment savoir ce qui se passe. Mais l'idée, c'est quand même de faire en sorte de stopper l'hémorragie. Donc, soit on va isoler son système d'information, et souvent on appelle ça se mettre dans le noir. Oui, peut-être qu'il va falloir tout couper. Et ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus depuis quelques mois, des organisations qui, de manière pas préventive, mais pas loin, quand il y a vraiment un faisceau d'indices, font le choix de tout couper pour se prémunir. Des hôpitaux, par exemple. Oui, des hôpitaux, mais pas que. Des industries, des entreprises. Ça, c'est quand même des actions qu'on voit de plus en plus. Alors, c'est sûr, peut-être que pendant un jour, 2 jours, on va très fortement pénaliser l'activité de l'entreprise, mais on a probablement évité le pire. Et le pire, c'est les conséquences d'une cyberattaque type rançongiciel, comme on voit beaucoup, c'est des semaines et des semaines. Donc, évidemment, ça, c'est toujours préférable. Donc, première chose, qualifier. Deuxième chose, isoler. Et puis, je dirais troisième chose, qui est quelque chose
et malheureusement qu'on ne voit pas encore assez, donc ça c'est notre métier de pouvoir de sensibiliser à tout ça, regarder l'état de ces sauvegardes. Et en fait de savoir si on a des sauvegardes, donc si on est capable de reprendre la main sur ces données, si on peut en disposer en quelques heures, si elles sont saines, donc si elles n'ont pas été compromises, ça va radicalement changer la manière dont on va aborder la crise et se poser la fameuse question de payer ou pas la rançon. Donc je te rejoins, pas payer, mais parfois entrer en discussion avec les attaquants, ça peut être une manière de gagner du temps, de gagner de la connaissance sur la crise. Mais tout ça, on va le définir et savoir aussi comment on va communiquer, etc., de manière complètement différente si on sait qu'on a la main sur ces données et qu'on est capable de repartir complètement tout seul. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment oublié. Donc je dirais ça, c'est les 3 premières actions. 3 premières actions. Je vais juste me permettre de rebondir avant de revenir vers vous, et peut-être que vous allez nous parler de parce qu'on parle de backup, et je crois que vous avez un outil qui est tout à fait intéressant à ce niveau. Mais je reviens sur les recommandations que vous apportez, enfin, voilà, qu'il faudrait suivre. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut faire appel à un Superman du web qui va peut-être nous récupérer nos données? Est-ce que là, on est face à un mur, face à un fossé, et il est impossible de le franchir? Alors non, il n'est pas du tout impossible de le franchir, pas du tout, loin s'en faut, au contraire. Et justement, les attaquants jouent aussi un peu là-dessus, sur le fait que ils sont toujours en avance, que pour gérer des crises ou pour faire face à des cyberattaques, il faut être des super experts, etc. Non, aujourd'hui, c'est à la portée de toutes les organisations. Bien gérer une attaque, bien gérer une crise, ça demande de la rigueur, de l'organisation. Mais effectivement, ça demande aussi de savoir s'entourer de personnes dont c'est le métier. Je reprends encore l'exemple du feu. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle les pompiers. Aujourd'hui, au niveau cyber, il y a des organisations, ce qu'on appelle des prestataires de réponse à incidents, qui ont des équipes qui font ça toute la journée. Et effectivement, ce n'est pas les équipes SI des organisations qui ont les compétences pour aller détecter des attaquants, comprendre ce qui s'est passé, faire ce qu'on appelle des actions de forensique. C'est un peu la police scientifique, si vous voulez. On appelle des gens dont c'est le métier et qui vont en fait nous faire gagner un temps considérable dans le pilotage de cette crise. Et juste pour terminer là-dessus, évidemment, quand on est sous attaque, quand on est dans la difficulté, on n'a jamais très envie de s'ouvrir sur les autres et d'en parler. On a plutôt tendance à se refermer, à retourner dans sa coquille. Et là, pas du tout. Il faut savoir s'entourer. Il y a des gens dont c'est le métier, qui font ça toute la journée, qui vont faire gagner du temps. Il y a des services de l'État qui sont spécialisés et qui sont disponibles et qui sont là pour vous accompagner. Et puis, ce qu'on oublie souvent, ce sont les partenaires du quotidien. Vos partenaires informatiques, etc. C'est peut-être pas leur métier, mais généralement, ils sont là. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une forme de... On s'est dit qu'on était positif, et donc là, je le dis parce que c'est vraiment des choses qu'on voit. Il y a une forme de solidarité en cas de crise cyber. On ne va pas vous claquer la porte donnée et vous dire que vous êtes une grosse buse si vous avez subi une cyberattaque. Aujourd'hui, vraiment, il y a cette forme de compréhension. En revanche, il faut bien avoir en tête que la compréhension, ça ne veut pas dire qu'il faut être dans l'inaction et se dire c'est bon, il y a une forme de complaisance des uns et des autres. Pas du tout. Parce qu'à un moment, c'est comme tout, cette compréhension, elle a une date de péremption. Donc, il faut quand même aller vite. Mais en tout cas, il y a vraiment cette solidarité qui s'installe. De Caposte a un outil, il faut l'aborder puisqu'on parle de ces sauvegardes, de ces backups. Parlez-nous de cet outil parmi d'autres, puisque vous êtes un prestataire. Je reviens sur la notion d'assurance. Si on est protégé, on peut se faire assurer. Et si on est protégé et qu'on a une assurance, on peut communiquer et informer toute la chaîne commerciale ou d'information quand on est dans une entreprise comme la mienne, par exemple. Tout à fait. Je me permets juste de compléter un micro-point par rapport à tout ce qu'a dit Stéphanie. Portez plainte. Portez plainte. C'est indispensable de porter plainte. Vous allez à la gendarmerie ou au commissariat et vous portez plainte parce qu'ils vont analyser ce qui s'est passé et ça aide à comprendre globalement la cyber-menace qui pèse sur les entreprises et globalement sur l'ensemble des structures importantes de la nation. Donc c'est très important de porter plainte, en plus effectivement de tout ce qu'a dit Stéphanie. Et donc pour répondre à votre question, effectivement, quand on a été attaqué, on se retourne vers quoi? On se retourne vers ces sauvegardes, parce que c'est ce qui permet de recommencer à travailler, de ne pas avoir perdu l'intégralité de ses fichiers clients, de ses fichiers fournisseurs, et de pouvoir redémarrer l'activité. Et donc il est important d'avoir prévu en amont ces sauvegardes-là. Si jamais vous n'avez pas de sauvegarde, vous allez avoir un problème si les données ont été chiffrées, et là, ça va être très compliqué pour votre entreprise. Donc en amont, il est indispensable d'avoir prévu des sauvegardes qui vont permettre, en cas de crise, de redémarrer sereinement. Donc effectivement, on a une offre qui s'appelle Tanker, qui est un espace de stockage physique qui peut être déployé dans chaque entreprise et qui permet tous les jours de sauvegarder les fichiers que vous avez désignés, les répertoires que vous avez désignés, pour être capable de redémarrer en cas de crise avec une sécurité pour assurer que l'attaquant, normalement, ne rentre pas dans ces sauvegardes
et ne propage pas son attaque à l'intérieur de la sauvegarde. Un outil défensif, donc. Mais vous avez également Softeam qui vous accompagne. Tout à l'heure, on a abordé cette solution. Est-ce que vous pourriez aborder avec nous ce métier du digital ? Oui, alors Softeam, c'est la filiale conseil de DocaPost et qui peut vous accompagner en amont pour comprendre vos risques, comprendre vos vulnérabilités, comprendre vos enjeux, c'est-à-dire est-ce que vous avez des enjeux financiers, d'image de marque, des enjeux de fonctionnement, d'une chaîne de production à maintenir. Et selon ces enjeux, la protection à mettre en place peut être différente, l'organisation va être différente. Softeam peut vous accompagner également dans la gestion de crise, par exemple avec Alsiconi, pour vous préparer, pour faire des exercices et pour finalement organiser votre structure face à une attaque qui pourrait arriver. De la même manière qu'on fait des exercices incendie, et donc à un moment on s'est posé la question, s'il y a un incendie, il y a des serre-fils, il y a des guides-fils, tout le monde connaît le numéro des pompiers, et bien là s'il y a une crise cyber, on sait comment il faut réagir, ne pas utiliser les PC, prévenir le service informatique, prévenir le prestataire, le numéro est disponible, en interne, qui est responsable de ça, qui doit réagir. Et ça, c'est primordial. Donc c'est une filiale de conseil qui peut accompagner, alors généralement les plus gros d'entre vous, mais parce que pour les PME, il y aura des offres plus adaptées et probablement moins chères. Eh bien, parlons budget, parce que c'est un budget, ça doit rentrer aussi dans la stratégie des entreprises. À combien est-ce que vous évaluez une protection, le coût d'une protection cyber pour une TPE ? De l'ordre, je pense que pour moins de 20 € par mois et par utilisateur, par poste de travail, donc par ordinateur. Donc dans certaines structures, il y a moins d'ordinateurs que d'employés. Dans d'autres structures, il y a beaucoup plus d'ordinateurs que d'employés. Donc pour une vingtaine d'euros par poste et par mois, vous avez une sécurité totalement adaptée. Et donc finalement, quand vous remettez ça par rapport aux moyens que vous donnez à vos employés pour travailler, donc le coût d'un poste de travail, le coût d'un abonnement téléphonique, le coût d'une voiture s'il en a une, le coût de ces équipements de protection individuelle, c'est très modeste. C'est très modeste, mais c'est vital pour le fonctionnement, la sécurité économique de l'entreprise sur le long terme. Il y a également cette nécessité de signaler des attaques cyber via la plateforme de signalement des faits cyber, une base de données commune aux différents services publics, compétent en matière de cybersécurité, qui permet un suivi consolidé. J'aimerais revenir sur cette notion de communication qui est essentielle pour pouvoir lutter face à ces fameux logiciels rançon qui nous arrivent par centaines par semaine, que ce soit par SMS. Enfin, qui n'a pas reçu un SMS aujourd'hui ou cette semaine vous invitant à payer une facture, je sais pas moi, même que sais-je moi, une amende, enfin, ou alors sur vos spams. Qui n'a pas reçu ? Personne. Vous l'avez tous reçu. On est tous soumis à ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Alors sur la communication, il y a différentes choses. Effectivement, un peu comme je disais tout à l'heure, on a un peu tendance à se refermer sur soi et c'est sûr que bien souvent, on n'a pas envie de communiquer sur le fait qu'on est victime d'une cyberattaque. Pourtant, c'est... Est-ce qu'on a été nul si on a ouvert le SMS ? Non, justement, c'est ce que j'ai dit. En fait, on a souvent été juste humain. Alors, il y a la personne peut-être... Non, c'est la cybersécurité. Il y a la personne peut-être qui a cliqué, mais derrière, les impacts, ils sont au niveau de toute l'organisation. Donc, la communication, effectivement, déjà, elle va viser à rassurer vos collaborateurs, vos partenaires, vos clients et les informer sur ce qui se passe. Donc, l'idée de vouloir tout cacher, en fait, c'est pire parce que ça donne l'impression que vous êtes coupable et plus du tout victime déjà, et puis ça donne l'impression quand même qu'on essaie de cacher quelque chose et que la situation est probablement bien pire que ce que vous acceptez vaguement de laisser entendre ou ce que la presse peut en dire. Donc la première chose déjà, c'est d'informer, de rassurer, d'occuper la place en fait. Qui mieux que vous peut communiquer sur ce qui est en train de vous arriver ? Si vous le faites pas, rassurez-vous, quelqu'un communiquera à votre place. Faut pas se leurrer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement de communiquer parce qu'on a certaines obligations légales, réglementaires. Alors il y a certains acteurs particulièrement sensibles avec des obligations très spécifiques, mais n'importe lequel d'entre nous est soumis au RGPD et doit tout simplement communiquer auprès des personnes qui ont été victimes d'une compromission de données à caractère personnel. Donc déjà, ça, c'est une obligation, c'est comme ça. Et puis la troisième chose, c'est qu'il va falloir communiquer, alors c'est un peu pendant ce que je disais là, avec les autorités, mais aussi avec l'écosystème. Et ça, c'est hyper important de pouvoir communiquer avec vos partenaires, vos sous-traitants et avec la communauté au sens large pour justement permettre
permettre d'accroître cette connaissance de la menace cyber. Il y a ce que tu évoquais tout à l'heure au travers du dépôt de plainte, cybermalveillance, etc. Mais c'est hyper important aussi d'échanger entre RSSI, de pouvoir avoir cette communication, parfois peut-être plus technique, évidemment, qu'une communication grand public, mais de partager cette connaissance, et ça permet de mieux comprendre, de mieux se prémunir de certaines attaques, notamment de nouveaux modes opératoires ou de nouveaux groupes d'attaquants qui arrivent. Donc la communication, elle a quand même beaucoup de vertus, et je trouve surtout que cacher à tout prix, c'est encore pire, quoi. On a des communications qui s'effectuent au sein de clubs comme le club ETI. On a également une nécessité, c'est celle d'être accompagné par l'État. Là, je vais vous demander peut-être de vous mouiller, ça sort peut-être de votre précaré, mais est-ce que vous considérez que l'État a mis en œuvre les moyens nécessaires pour lutter face à cette menace, puisque il me semble que nous sommes dans une start-up nation, me semble-t-il. Est-ce que nous sommes dans les conditions de pouvoir être et devenir peut-être une nation de start-up? Vas-y, je compléterai avec la start-up. Merci. On en a les moyens. On en a la moyen. La prise de conscience est là. Le rapport Montaigne vise justement à cette prise de conscience avec tout un tas de recommandations totalement accessibles. Recommandations à lire. Je vous invite à lire ce rapport. Voilà, des recommandations totalement accessibles pour justement mieux structurer l'organisation cyber globale. Alors il y a des actions effectivement au niveau de l'État. Il n'y a pas que des actions au niveau de l'État, mais il peut y en avoir. Donc au niveau de l'État, il y a quelques structures qui s'occupent de cybersécurité. Donc la première à citer, c'est l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, qui, au profit des PME, je vais me concentrer sur les PME, édite un ensemble de guides qui doit vous permettre de vous donner le phare dans la nuit. C'est la route à suivre, c'est vers où il faut aller pour sécuriser ces systèmes d'information. L'ANSSI tamponne aussi des prestataires, des produits, etc. Et les tamponne au sens certification, qualification, label, qui permet d'assurer de la sécurité. Mais il y a aussi, par exemple, le ComCyberGend, qui est l'instance cyber de la gendarmerie et qui enquête vraiment sur les cyberattaques pour comprendre ce qui s'est passé et permettre d'arrêter. Donc, il y a eu des fermetures récentes de grands groupes de hackers, et là d'un seul coup on voit, avant que ça remonte évidemment, hein, le monde est tel qu'il est, et ben, il y a des groupes d'attaquants qui meurent grâce à ces arrestations, et puis après qui se reforment dans d'autres structures, mais ces arrestations sont absolument fondamentales. Et on a, je pense qu'il faut insister là-dessus, cybermalveillance.gouv.fr, qui est un GIP, un groupement d'intérêt public, qui s'occupe des petites structures, donc des particuliers, des TPE, des petites collectivités, des petites entreprises, pour les aider à les mettre en relation avec des prestataires de réponse à incidents ou avec des prestataires qui peuvent les aider à se sécuriser s'ils en ont besoin. Et donc, on ne peut pas dire que l'État ne fait rien. L'État a mis aussi également beaucoup d'argent sur la table au travers du plan de relance, alors plutôt pour les collectivités territoriales et les établissements de santé. Mais il y a des subventions qui en sont en train d'arriver, notamment au travers de BPI, pour la cybersécurité des PME et des TPE, parce que c'est un enjeu stratégique de la nation. Puis juste pour compléter sur la Startup Nation, effectivement, déjà, ce qu'on voit en complément de tout ce que tu évoques, Gwenaëlle, c'est l'ouverture de centres de CSERT régionaux. Donc, tout n'est pas au niveau de l'ANSSI ici, mais justement, il y a des antennes aussi qui s'organisent en région, notamment pour accompagner les PME, mais pas que. Et puis, vous parliez donc de la Startup Nation. Il y a aussi des choses qui sont des programmes exceptionnels qui sont mis en œuvre pour favoriser justement l'émergence de startups cyber, parce que c'est aussi dans les startups que l'innovation se fait, pas que, mais en partie. Vous parlez d'un cas personnel. Alors oui, un cas personnel, mais pour le coup, voilà, nous on a eu la chance d'intégrer Cyber Booster, qui est une initiative, un projet porté dans le cadre de France 2030 et qui permet justement d'accélérer et de passer à l'échelle. On parlait de passer à l'échelle, c'est vrai aussi pour nous, les jeunes, les petites entreprises, on a besoin à un moment de passer à l'échelle pour pouvoir apporter nos solutions au plus grand nombre. Petite entreprise, pas tant que ça. Vous recrutez, je crois que vous pouvez faire un appel aujourd'hui. Vous êtes 20-22 et vous cherchez des spécialistes dans la cyber, dans tous les domaines de compétences. Mais revenons à ce soutien que vous avez obtenu. 2 millions d'euros, c'est bien cela ?
Oui, alors en parallèle de l'incubation dans Cyberbooster, on a, comme beaucoup de startups, réalisé une levée de fonds. Pendant 4 ans et demi, on s'est développé en fonds propres, en autofinancement. On peut vous applaudir quand même, c'est une réussite. Voilà une réussite. Et vous êtes un parfait exemple de cette réussite. Félicitations. Merci. Mais face justement à une menace cyber grandissante et à un marché qui se consolide, qui se structure, on a besoin aussi, en tant que petite entreprise, de pouvoir accélérer. Et pour accélérer, il faut des moyens supplémentaires. Donc on a la chance d'être extrêmement bien accompagné en France au travers de la BPI, au travers de partenaires bancaires et également auprès de fonds d'investissement, de VC, qui nous permettent aussi d'accélérer et donc de recruter, parce que c'est aussi ça le nerf de la guerre, hein. Alors on parle toujours de la tension des ressources, mais avant même de parler de la tension, il faut déjà avoir les moyens pour pouvoir recruter ces profils. Pour être attractif aussi en tant que jeune entreprise, il faut avoir un minimum de moyens. Un minimum de moyens et également, je vous dis, un accompagnement. BPI France accompagne les entreprises dans leur évolution et dans leur lutte et dans leur accompagnement contre tout ce qui est malveillance sur le cyber. J'aimerais revenir aussi à cette plateforme, alors SaaS, entièrement sécurisée et dissociée du système d'information des organisations victimes des attaques. Une bulle de confiance préalablement paramétrée pour gérer efficacement la crise. C'est typiquement ce que vous réalisez, vous, avec votre tanker. C'est bien ça. Oui, c'est exactement ça, sauf que le tanker, c'est pas donc du SaaS, donc du SaaS, oui, du SaaS. Donc du service, du software as a service, donc quelque chose qui est complètement dématérialisé. Le tanker, vous, c'est physique. C'est physique, mais on est en train de mettre en place, effectivement, et c'est ce qui arrivera début 2024, une offre cyber complète au profit notamment des PME. Est-ce que j'ai défloré quelque chose que je n'aurais pas dû aborder? Parce que je tiens à le dire, DocaPost dans quelques mois, mais je ne peux pas le dire, mais DocaPost dans quelques mois, une annonce énorme. Enfin bon, passons. SaaS, revenons. Voilà. Donc notre ambition, c'est effectivement de proposer une offre complète, parce que quand on parle de sauvegarde, c'est un segment de la cybersécurité. On va parler de la protection des messageries, c'est aussi un segment de la cybersécurité. Et pour qu'une PME se sécurise, il va falloir qu'elle couvre tous les segments. Et aujourd'hui, on se rend compte que quand on parle cyber, souvent, quand une PME est consciente du risque cyber, elle se dit, bon, je vais aller regarder. Elle commence à regarder, et en général, le dirigeant de la PME, si au bout de 10 minutes, il se met pas à soupirer en disant, j'y comprends rien, alors machin, c'est déjà qu'il s'accroche fort. Donc en fait, le but, c'est de sortir du jargon. La cyber, c'est extrêmement technique, c'est extrêmement complexe, c'est un travail d'expert, mais en tant que chef de PME, vous n'êtes pas dans ce jargon-là. Vous avez votre jargon qui correspond à votre métier, à votre cœur de métier qui correspond à l'activité de votre entreprise. Et ce n'est pas à vous d'aller vers le jargon cyber. Donc notre ambition, c'est de simplifier tout ça et de vous offrir une solution d'ensemble complète, composée de technologies qui couvrent l'ensemble du périmètre cyber, depuis la préparation de la crise, la protection, mettre vraiment des choses dans les réseaux pour vous protéger, jusqu'à vous accompagner en cas d'attaque, parce que comme Stéphanie l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas protéger à 100%, simplement on limite la probabilité d'attaque, on limite l'impact, et on continue de vous accompagner si jamais vous êtes victime d'une attaque. Donc voilà, cette offre complète, une grande annonce début 2024. Mais nous n'allons pas en dire plus pour l'instant. La prévention est également un domaine sur lequel il faut agir. Je rappelle que vous avez, chez Alcyone, vous œuvrez sur l'ensemble du territoire. Parlez-nous un peu des projets d'avenir, peut-être d'évolution et de partenariats futurs. Alors effectivement, on intervient sur tout le territoire. Les Bretons sortent de Bretagne aussi, quoi qu'on en pense. Donc on intervient sur tout le territoire. On intervient aussi dans toute l'Europe et aux États-Unis, justement au travers de ces actions d'entraînement, de prévention qu'on a évoquées à différentes reprises. Alors sur nos projets d'avenir, déjà juste par conviction, on a envie de continuer à entraîner, à préparer les organisations, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, la menace, elle est là. La question, c'est plus de savoir si ou quand on va être victime, mais tout simplement comment on va y faire face. Et donc nous, on est là pour aider sur ce comment. Donc la première chose, c'est déjà de poursuivre dans ce qu'on fait depuis quelques années maintenant et de continuer d'accompagner les organisations sur ces sujets. Et puis les autres perspectives pour nous, c'est de poursuivre le développement aussi de nos solutions logicielles, PIA, qu'on a évoqué tout à l'heure, qui fait le lien justement avec l'entraînement, mais également Acumen, qui est une solution qui est une bulle de confiance, parce qu'on voit aujourd'hui qu'une organisation victime d'une cyberattaque, quand elle perd la maîtrise de son système d'information, ou en tout cas quand elle perd confiance dans son système d'information, elle se retrouve à gérer la crise et donc à aborder des sujets extrêmement sensibles sur des sujets de rançon, sur des sujets de responsabilité, etc., via des canaux absolument pas adaptés à cet usage. Parce que quand on n'a plus de messagerie qui fonctionne, qu'est-ce qu'on fait? On prend ses SMS, on prend WhatsApp, on prend ce qu'on a sous la main.
Et puis on perd un temps considérable parce qu'on n'a plus accès à ces données, parce qu'on n'a plus accès à ces protocoles de réponse en crise, etc. Donc on est en train de développer, justement, c'est notamment pour ce projet-là qu'on est incubé dans Cyberbooster, cette bulle de confiance complètement dissociée du système d'information et qui va permettre aux organisations de disposer en tout temps d'une brique de réponse, en tout cas de cette bulle, pour gérer la crise de manière sécurisée. C'est un peu l'abri anti-atomique, le shelter en cas de tornade, etc. On va malheureusement, le temps file et on a appris énormément de choses. Et merci à vous deux d'avoir été avec nous sur cette table ronde. Mais je voudrais revenir un petit bilan de cette intervention, de cette table ronde. J'aimerais, Gwenaëlle Martinez, que vous reveniez sur, voilà, pratico-pratique. Je suis donc marin. J'ai mon entreprise d'audiovisuel, je réalise des événements, aussi bien des matchs de foot, aussi bien des événements comme le Big. Et voilà, j'aimerais souscrire à une offre intéressante, labellisée, reconnue. Comment est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je procède? Est-ce que je peux aller dans mon agence La Poste? Est-ce que je peux aller sur le site internet? Voilà. Ou est-ce que je prends votre numéro de téléphone à l'issue de cette table ronde? Alors pour l'instant, ça va être mon numéro de téléphone et mon mail, en attendant la big annonce de début 2024. Non, vous nous en dites trop là. Mais oui, l'enjeu, c'est d'anticiper, c'est de se préparer avant la crise. Il faut vraiment ne pas attendre d'être face au mur pour se le prendre en pleine face. Il faut le voir arriver, regarder, s'organiser, se préparer et regarder la situation et puis se rendre compte qu'on peut construire des choses, qu'on peut contourner, qu'on peut fabriquer quelque chose, qu'on peut construire. Se protéger, ça marche. Vraiment, ça marche vraiment. On le voit, hein. Il y a les attaques qui se multiplient, hein. C'est une augmentation qui est drastique. Le pourcentage d'attaques réussies diminue, simplement parce que les gens se sécurisent. Donc il faut se sécuriser, c'est absolument essentiel. Il y a une phrase qui dit les hyènes attrapent la plus lente des gazelles. Donc quand on est un peu cynique, on se dit que le but, c'est pas de courir le plus vite possible, c'est juste de courir un peu plus vite que les plus lents. Et d'un point de vue cyber, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se sécuriser un peu plus que ceux qui ne sont pas du tout sécurisés. Parce que les attaquants, ils vont rentrer chez ceux qui ne sont pas du tout sécurisés, parce que c'est des gens qui cherchent à augmenter, à maximiser leurs profits. Et donc, il faut rentrer dans ce cercle de sécurisation pour évacuer la pêche au chalut des gros attaquants qui font de l'attaque à tout va sans se demander qui ils attaquent, et pour commencer à rentrer dans un cercle où on peut se protéger et augmenter sa cybersécurité d'année en année pour devenir exemplaire. Alors, se protéger, ça marche. Vous avez noté que j'ai posé une question à Gwenaëlle, elle n'a pas répondu. Comme quoi c'est si, j'ai dit qu'il fallait m'appeler. Oui, bon, donc DocaPost, retenez bien ce nom. Je rappelle que DocaPost est une filiale de La Poste, qu'il y a souvent des agences un peu partout. Moi, je viens d'un petit village de 500 habitants. Nous avons une agence La Poste, donc il se peut que bientôt près de chez nous, puisque nous sommes dans une comment vous dites déjà, une start-up nation. Start-up nation. Oui. Nous allons pouvoir, puisque nous avons la fibre depuis M. Hollande, nous allons pouvoir aller dans... Enfin bon, je ne vais pas faire d'annonce, mais donc DocaPost avec un service de proximité. Mais revenons à cette autre question que vous avez abordée avant de clôturer, qui est que voilà, vous parliez tout à l'heure de ces menaces. On a mis la barre très haute, on passe en dessous. 64% des entreprises, c'est toujours le rapport Montaigne que je vous invite à lire. 64% des entreprises se sentaient responsabilisées par rapport à la question de cybermenaces. Aujourd'hui, elles sont 52%. C'est un peu comme le Covid. Il n'y a plus personne qui porte de masque, et pourtant il est toujours là. La cybersécurité. Est-ce que c'est pas quelque chose auquel on va s'habituer et puis on risque de passer outre? Est-ce que c'est pas la problématique de demain? Bah non, c'est peut-être la solution, justement. L'idée, c'est justement qu'on s'y habitue, ça fait partie du quotidien de chacun. Aujourd'hui, peut-être que le problème, c'est justement qu'il y a encore trop de distance avec la cybersécurité parce qu'on a l'impression que c'est l'affaire de l'équipe informatique, que c'est l'affaire des techs. Pas du tout, en fait, c'est l'affaire de tout le monde parce qu'on est tous utilisateurs du système d'information, d'un ordinateur. Donc justement, tant qu'on n'arrivera pas à réduire cette frontière, ce fossé, la menace sera toujours là. Après, je te rejoins complètement, Gwenaëlle. La prévention, la protection, ça marche, on le voit. Donc peut-être qu'il y a une baisse dans les chiffres, mais qui est peut-être aussi à voir comme
quelque chose de positif, parce que c'est aussi justement que les organisations intègrent, font de la cybersécurité maintenant quelque chose en font un peu plus naturellement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, quand une organisation subit une attaque et nous dit mais heureusement que j'avais été préparé, ou qu'on avait été préparé, parce qu'on se rend compte qu'on a sacrément limité les dégâts, parce qu'on a réagi comme il fallait et de manière rapide, je pense que c'est la meilleure des récompenses. Et ça montre bien que non, les attaquants n'ont pas une longueur d'avance et que ce serait leur faire trop d'éloges que de leur accorder ça. C'est pas vrai. Merci Gwenaëlle Martinet, directrice de l'offre Cyber DocaPost, et à vous Stéphanie Ledoux, CEO et fondatrice de la société Alcyconis, d'avoir été avec nous pour parler de cybersécurité. Sous vos applaudissements, comprendre pour mieux agir et réagir. Merci à tous. Et rendez-vous donc aux Assises la semaine prochaine à Monaco, je crois, pour vous Alcyconis. Tout à fait. Rendez-vous à Monaco la semaine prochaine et à Rennes au mois de novembre. Merci à tous.